chers téléspectateurs, chers internautes, chers jeunes de Campus TV. Et bien oui, Campus TV, c'est la chaîne des jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de cette émission spéciale, interview exclusive. Et nous recevons un jeune Camerounais, un humoriste très talentueux et très pragmatique. Il est très drôle d'ailleurs, je vais le dire ainsi. Lui, c'est Stéphane Dipita, le jeune lauréat du prix Talent Rire francophone 2022. Il a récemment fait un tour au Grand Nord du Cameroun. C'est une valeur sûre pour l'humour du Cameroun. Mais avant de laisser la scène à notre invité du jour, on va prendre cette légère transition et on se retrouve tout juste après. À l'instant, nous sommes sur Campus TV et voilà, nous sommes dans le cadre de cette émission interview exclusive. Et notre invité du jour est un humoriste, cinéaste camerounais, très doué d'ailleurs, hein, il faut le dire ainsi. C'est un jeune qui se laisse découvrir par ses différentes œuvres, par ses prestations. Cette pépite camerounaise-là, à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour Dipita. Bonjour Dave, je suis très heureux d'être là. Et voilà, c'est ma première à Campus TV et je suis très content que je sois avec toi. Effectivement, c'est tout un plaisir de vous avoir ici sur ce plateau aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors, on va commencer par la première question qui va nous conduire directement vers ta vie privée. Dans ta vie privée, hein. Qui est Stéphane Dipita? Alors, Stéphane Dipita est un Camerounais qui est issu d'une famille nombreuse. Comme toute bonne famille africaine, ouais. Je suis le troisième. Attends un peu, je compte. C'est breton, il faut compter. On est 5. Alors, je suis le quatrième de cette famille nombreuse-là. Et mes deux parents sont encore en vie. C'est une grâce qu'ils soient là. On m'a éduqué dans les valeurs africaines, dans les valeurs chrétiennes. Oui. Et j'ai grandi avec ça. J'ai fait mon école primaire à Beaumont-Nord, mon lycée à Beaumont-Nord. C'est seulement l'université de Douala qui m'a amené ici en ville, sinon je serais encore à Beaumont-Nord. Et je suis diplômé en français et études francophones à l'université de Douala. Oui. Vous avez eu une licence en français et études francophones et aujourd'hui je suis revenu avec le bagage intellectuel et toute l'expérience que j'ai acquise dans le milieu des arts en tant qu'enseignant intervenant à l'université de Douala dans les arts des arts du spectacle, poésie, théâtre et stand-up. D'accord. Wow, c'est un brillant parcours, hein, de vous sortir de l'université de Douala avec une licence en français et en études francophones. Et vous êtes également humoriste à côté de cela. Vous avez une passion pour l'humour. Allez, dites-nous, comment est née cette flamme pour l'humour et comment avez-vous développé ce talent? C'est parce que j'ai été influencé beaucoup par les grands noms de l'humour qu'on a toujours eu au Cameroun. Jean-Michel Cancan, je crois que d'une façon ou d'une autre, on a tous été bercés par ce grand nom. Et à côté de lui, il y a un autre monsieur qu'on ne connaît pas trop, c'est Essini Midja, je ne sais pas si tu connais. C'est aussi un monument de l'art au Cameroun. Et j'ai été beaucoup influencé par lui, c'est-à-dire sa façon d'écrire, sa générosité dans l'écriture, sa technique, son français, sa façon d'aborder les sujets graves avec beaucoup de dérision, de façon détournée avec beaucoup de métaphores. Donc, quand je me suis penché sur l'humour, parce que j'ai commencé avec le théâtre pour m'en parler, quand j'ai voulu faire du stand-up, je me suis dit je vais écrire comme ce monsieur-là. Et c'est en 2017 que je commence cette belle aventure par rapport à l'humour. D'accord. Wow, en 2017. En 2013, je tiens à préciser qu'en 2013, tu interprètes ton premier rôle dans la pièce La table du Seigneur. Oui, c'est à l'université de Douala, parce que j'ai commencé avec le théâtre, dans le sens classique du terme, où on a des comédiens sur scène, où chacun a son rôle, on joue. Et toi, tu jouais particulièrement quel rôle? Alors, je jouais le rôle du pasteur, du prêtre, parce qu'il s'agit de la
pièce de Séverin Cécile Abelgard, qui met un peu la lumière sur ce côté, sur le patriarcat qui existe et les discriminations basées sur le genre qui existe dans la société, et comment est-ce que la femme utilise ses moyens intellectuels pour s'en sortir dans ce monde qui est dominé par les hommes. Et voilà, c'est une pièce qui est très parlante. Donc je joue mon premier rôle dans cette pièce de théâtre qui m'amène d'ailleurs à mon premier festival au Maroc en 2015. En 2015. Oui, où je fais le festival. D'ailleurs, vous remportez le double épi d'or, c'est ça? Oui, je remporte double épi d'or au sein de la troupe universitaire parce que j'ai mis mes compétences dans la déclamation poétique et l'écriture de poèmes. Vous déclamez également. Ça, c'est parfait. Vous pouvez écrire sur moi, mais je suis Vous êtes une pépite, vous avez un talent mirifique là. Ah, merci. Très Dieu. Et le travail aussi, hein, parce oui, que c'est là. Travail, effectivement. Alors en 2015, vous obtenez une double épi d'or au Festival universitaire des arts et de la culture, en littérature. Ça s'est passé comment là-bas? C'était ma deuxième expérience, parce que la première expérience c'était en 2013, je débutais à peine. Et on voit de l'évolution? Oui, parce que la première fois, pour te dire, je n'étais pas très bon. Parce que voilà, j'écrivais. Et quand j'entre dans la troupe théâtrale, on dit, ok, la troupe est déjà complètement formée, il y a des personnes qui jouent déjà tel ou tel rôle, j'ai trouvé des anciens qui étaient déjà calés dans leur rôle. On m'a dit, par contre, il nous manque quelqu'un qui va écrire et déclamer un poème. Et comme j'écrivais très bien, on m'a assigné ce rôle-là. Mais la première expérience était catastrophique. Parce que sur 8 universités d'État, j'étais sorti 9e, donc on m'a déclassé carrément. Donc j'étais loin derrière. Mais après, 2 ans après, il y a eu du travail que j'ai fait sur moi, même sur mon écriture, ma déclamation et tout. Et j'ai remporté ces prix. J'ai été d'ailleurs accueilli par les 2 ministres de l'époque, M. Mouelkombi, qui était le ministre des Arts et de la Culture, et le professeur Bidombat. Non, pas Bidombat, celui qui est là, le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est Jacques Fameux. Voilà, Jacques Fameux. Oui, d'accord. Donc j'ai été primé par eux et c'était une grande consécration. C'est l'un des moments les plus marquants de ma vie en fait. Waouh, c'est vraiment émouvant. J'ai même presque la lame là, mais parce que c'est très innovant de voir un jeune qui se lance dans l'humour avec toute la passion. Et voilà, déjà cette passion naît depuis l'enfance ou bien vous avez d'autres passions dehors de cela? Est-ce que vous avez toujours eu seulement la passion pour le talent d'humoriste seulement? Non, depuis... j'ai toujours eu le sentiment que je serais artiste. Mais je ne savais pas vraiment dans quel art je vais déployer toute mon imagination, parce que j'ai toujours eu une imagination florissante depuis que je suis tout petit. Et aujourd'hui, le fait d'être à la fois humoriste, comédien, metteur en scène, écrivain, ça permet d'explorer plusieurs univers artistiques et de d'exprimer mon plein potentiel. Donc, quand j'étais déjà à l'école primaire, on m'a vraiment demandé, il y avait cette question qu'on posait à tous les élèves, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Et je crois que j'étais le seul dans la salle qui avait répondu que je voulais être écrivain. Et aujourd'hui, l'écriture me rattrape un peu dans tous les arts que je fais, que ce soit dans la mise en scène, que ce soit au théâtre, que ce soit dans l'humour. Donc c'est la base de tous les arts que je pratique. D'accord. Vous êtes humoriste et cinéaste en plus. Et déjà, quelle est votre particularité en tant qu'humoriste? Quelle est votre particularité? Quels sont les messages que vous véhiculez? Alors aujourd'hui, moi je suis de ceux qui pensent que les artistes sont des voix contestataires de nos sociétés décadantes. Donc en plus de faire rire, de divertir, parce que c'est aussi ça le but de l'humoriste. Donc quand tu es devant les gens, il faut les faire rire. Effectivement, il faut nous faire rire, hein? Même les téléspectateurs. Mais je me dis quand même que, en plus de faire rire, si on peut faire passer 2 ou 3 messages, ce serait bien. Donc je m'attarde beaucoup sur des sujets de société, des questions actuelles, la question de la femme, la place de la femme dans la société, l'écologie, l'environnement, l'éducation, le civisme.
mais je parle aussi beaucoup d'expériences personnelles, c'est-à-dire je parle de mon vécu, mon quotidien, et j'essaie de le partager avec le plus de monde possible parce que, en plus, je pense que l'artiste, c'est un éducateur aussi. Effectivement. Donc, nous, en gros, on les appelle les influenceurs aujourd'hui. Donc, quand tu es un artiste et que tu as une certaine, on t'appelle influenceur. Et je me dis, quitte à influencer les gens, avoir une influence sur eux, autant qu'elle soit bonne et positive. Effectivement, une influence positive. Vous, en tant qu'humoriste, le message que vous véhiculez touche également les internautes, c'est-à-dire à travers vos différentes scènes théâtrales. C'est très émouvant. Il y en a certaines parfois qui se mettent à pleurer, il y en a certaines qui pleurent parce qu'il y a de l'émotion, il y a du message. Et voilà, c'est très captivant. Alors, Dipita, on va parler un peu de ce prix que vous avez remporté, ce prix Talent Rire francophone 2022. Allez, dites-nous, quel a été votre état d'âme? C'était un cocktail d'émotions. Il y avait tout plein de choses qui se bousculaient dans ma tête, tout plein d'émotions qui s'enchevêtraient parce que je venais de passer une période très difficile sur le plan personnel et aussi professionnel parce que j'étais en train de passer par un gros moment de doute comme ça. Je pratiquais l'art depuis, comme je te l'ai dit, depuis 2012. Oui. Mais en 2020, je me suis vraiment rendu compte de la précarité du statut d'artiste, étant donné qu'avec le Covid, là, toutes les salles de spectacle étaient fermées. Et comme moi, je suis un artiste qui a pris du temps avant d'arriver sur les réseaux sociaux, ma plateforme d'expression principale était la scène. Donc les scènes étant fermées, les salles de spectacle étant fermées et tout, j'ai commencé à réfléchir sur ma vie, est-ce que j'avais fait le bon choix de devenir artiste et tout. Et après, il y a aussi la pression familiale parce qu'en Afrique, on te soutient à l'inverse, c'est-à-dire on ne te soutient pas dès le départ quand c'est dur, on te soutient quand c'est déjà bien. Ah, c'est bien là. Oui, donc j'ai eu ce gros problème là et on me disait non, on cherche autre chose à faire et tout, et j'ai voulu vraiment abandonner. Donc ce prix-là est... Et déjà tu as été stigmatisé par ton entourage, par tes parents? Ouais, bon, pas un peu, je voulais dire parce que voilà, très vite, bon, en fait, ils ont dit, fait, à un moment c'était fait, mais c'était pas, voilà, c'était pas vraiment, ok, on te soutient de bon cœur, mais du moment qu'ils ne agressent pas les gens la nuit, c'est déjà ça, en tout cas, tu vois, mais il n'y avait pas vraiment ce côté. Et même si c'était le cas, et toi, tu aurais résisté, est-ce que tu aurais dit que non, c'est ma passion et voilà, je vais suivre mes rêves? Qu'est-ce que toi tu aurais fait si c'était le cas, par exemple? Parce qu'il y en a certains qui sont bloqués, qui sont dans ces situations. Oui, c'est légitime. C'est légitime pour un parent de se sentir comme ça parce que quand tu accouches ton enfant, tu veux qu'il réussisse parce que en Afrique, c'est les enfants qui s'occupent des parents plus tard. Donc quand un parent met son argent quelque part, il veut aussi, voilà, parce que les enfants sont un modèle de réussite, voilà, il veut aussi gonfler avec, et voilà, mon enfant est tel et tout ça. C'est légitime de leur part. Mais après, quelque part, c'est aussi bien d'écouter quelque part les aspirations de l'enfant, qu'est-ce qu'il veut faire, à quel niveau est-ce qu'on peut l'accompagner. Maintenant, ceux qui me regardent, les gens qui me regardent, écoutez vos parents, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, j'ai voulu faire le concours de l'UNS, je n'ai pas réussi à faire ça, je n'ai pas pu parce que voilà, c'était le rêve de ma mère, mais aujourd'hui je suis devenu enseignant par la force des choses. Donc c'est pour dire que ne mettez pas surtout ceux qui veulent devenir artistes, cherchez autre chose à faire et si l'art donne, tant mieux, mais si ça ne donne pas, vous avez au moins un plan B. Donc ne vous dites pas on me déteste et tout ça, non. Allez-y à fond dans votre passion, mais mettez aussi beaucoup d'amplitude, mettez beaucoup d'importance à vos études ou à d'autres choses que vous voulez faire parce qu'on ne sait jamais. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Effectivement. Alors j'espère que le message est passé et que vous avez pris note. C'est très important. Alors Dipita, dites-nous comment vous sentez-vous d'être connu, d'être une star, vous êtes un humoriste talentueux, comment est-ce que vous vous sentez? Déjà que vous avez remporté également, vous avez été nominé au Canal d'Or, c'est ça? Oui, j'ai été nominé au Canal d'Or. Takam a pris. Takam! Laisse même l'histoire, non, regarde, tu as déjà pris le Canal d'Or, tu ne peux pas me laisser avec ça là. Ah, dis donc. Oui, il a gagné, j'étais très fier pour lui. Et c'est quelqu'un qui bosse dur, il a beaucoup de...
depuis qu'il s'est lancé dans ce métier, c'est avec beaucoup de sérieux qu'il le fait, il produit tout le temps. Donc, moi, je n'ai pas été choqué personnellement qu'il le prenne devant moi. Mais comme je voulais ramener ça à la maison, d'accord. Il t'a pris d'arracher que... Oui, il m'a arraché. Donc, comment je me sens avec le fait que je sois star, entre guillemets, je ne sais pas si ça change quelque chose dans ma vie. Bon, peut-être forcément, mais je vais dire, dans une phase où voilà, je ne suis pas encore comme Takam qui ne peut pas se balader dans la rue, tout ça. Moi, je ne peux pas encore bâcher sur la moto. Je peux encore faire. L'humilité précède de la gloire. D'ailleurs, je suis arrivé ici en bâchant sur la moto. Voilà. C'est parce que les gens ne me connaissent pas encore beaucoup, tu vois. Oui. Mais ça commence à changer, ça commence à s'améliorer et je suis préparé à ça depuis. Oui. Parce que à un moment, quand j'ai commencé, je voulais tout de suite percer, tout de suite devenir star. Mais ça a pris le temps que ça a pris. Et aujourd'hui, je sais comment digérer ça, je sais comment gérer ce côté-là. Donc, ça ne me dérange pas trop. Oui. Et moi, j'aimerais te poser une question particulière qui me taraude un peu l'esprit là. Comment est-ce que papa ou maman ou encore tes frères et sœurs ont réagi lorsque ils ont constaté que tu avais cette passion pour l'humour? C'est-à-dire que quand tu parles, les gens rient. Regarde, c'est passé comment à la maison? Est-ce que c'était tout le temps, tu fais rire à la maison, voilà, on est toujours dans l'ambiance? Bon, il y a de ça aussi. Oui. Il y a ça, c'est-à-dire le petit fanfaron qui fait un peu des blagues à tout va. Oui. Il y a ça. Après, je veux dire, pour arriver au niveau où je suis, ce n'est pas juste par passion. C'est-à-dire, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte pour réussir dans le milieu de l'art. Oui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup croient souvent que c'est facile de faire certaines choses. C'est-à-dire, il faut juste avoir le talent, entre guillemets. Par contre, ce que je constate, c'est qu'on a toujours cette opposition qu'on fait entre l'art et l'apprentissage, l'art et la science, l'art et la technique. Or, il y a tout un tas de cours, tout un tas de techniques qu'il faut emmagasiner, qu'il faut acquérir, qu'il faut apprendre et tout pour être un artiste accompli. Aujourd'hui, on se dit, ah non, c'est la passion. Est-ce que tu es déjà... Pourquoi tu ne vas pas dans tes études? Aujourd'hui, moi, je forme des étudiants à l'université et c'est pour dire aux gens, pour être bon, peut-être il faut se former. C'est aussi ça qui fait la différence entre nos artistes ici. C'est-à-dire, tu te lèves un matin, voilà, tu as le talent, tu te lèves. Mais on peut te dire, par exemple, je prends un cas basique, les gens qui font par exemple de la peinture. Si quelqu'un se place devant ton tableau, tu dis, mais c'est de l'impressionnisme. Tu ne sais pas ce que c'est que l'impressionnisme, tu ne sais pas ce que c'est que le pointillisme, tu ne sais pas, tu n'as rien, tu ne sais même pas de l'histoire, tu as seulement levé un matin, tu as le talent, mais tu n'es pas capable de parler de ton travail, de thèmes techniques, de thèmes professionnels. Je crois que c'est aussi ça qui fait la différence. La technique également. Oui. Donc il faut ça. Donc il y avait cette passion, il y avait cette envie, il y avait cette flamme-là, mais j'ai attisé ça à travers l'apprentissage, à travers les rencontres, à travers les formations, et aujourd'hui ça donne l'artiste que je suis. Effectivement, vous êtes également passé par des difficultés, par des défis pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Et surtout, comment avez-vous surmonté ces difficultés? Quelles sont les difficultés que vous avez vraiment rencontrées durant ce parcours? La principale difficulté, comme je te l'ai dit, c'est d'abord le soutien des parents qui n'est pas arrivé très vite, ou bien de la famille. Il y a cette grosse pression qui est autour, c'est un gros poids. Qu'il faut gérer, il faut foncer. Parfois tu es dans le doute parce que tu te dis, est-ce que j'ai tort de faire ce que je fais? Donc il y a ça. Ensuite il y a le côté formation. On ne sait pas comment toujours être guidé, qui te tenir la main, qui t'apprend ci ou ça. Donc tu apprends un peu par la force des choses, tu essaies de te former comme tu peux. Et ensuite l'autre grosse difficulté, c'est la pauvreté. Le manque d'argent fait en sorte que tu ne peux pas facilement... Qui a même dit que l'argent ne fait pas le bonheur? Ça fait. L'argent fait le bonheur. Le manque d'argent, le fait d'être d'une famille modeste, forcément, ça te donne 2 fois plus de défis, 2 fois plus de travail par rapport à celui qui a les moyens de s'offrir peut-être un bon téléphone, commencer à faire des vidéos, sponsoriser sa page, bien s'habiller, parce que c'est tout ça là qui fait un artiste aujourd'hui. Quand
quand tu vends un produit, on demande qui vend le produit. Oui. C'est comme quand tu viens manger les beignets, tu vois peut-être le vendeur ou la vendeuse des beignets a peut-être la boue sur la main, a bien j'ai dit non, alors achetez là-bas. Oui. Parce que oui, tout ça, c'est ce que les Anglais appellent le look. Ce sont des critères là. Voilà, donc c'est soigner ton image, soigner comment tu... Donc tous ces codes-là, voilà, c'est plus facile si tu as de l'argent, mais ça a pris du temps. Oui. Mais voilà, à la longue, j'ai pu apprendre quand même. D'accord. En tout cas, on a retenu que c'est pas facile, la vie n'est pas du tout facile, il faut passer par ces difficultés, par ces obstacles pour pouvoir être ce qu'on est aujourd'hui, surtout travailler avec passion, détermination. Alors on va prendre cette toute petite et légère transition, on se retrouve tout juste après pour des moments de fou rire. Alors restez connectés. Aujourd'hui, il y a un débat autour de la cuisine. On se demande si la place de la femme, c'est à la cuisine. Il faut respecter les femmes. Oui, il faut respecter les femmes qui font la cuisine. Parce que la cuisine, c'est la pièce la plus dangereuse de la maison. C'est comme si à chaque fois que tu veux faire la cuisine, tout ce qui est à la cuisine, les ingrédients, les ustensiles, font une petite réunion pour en finir avec ta vie. Mais pas petite réunion, genre réunion d'entreprise relax, non, mais réunion de grands brigands. L'oignon est là. Si je n'arrache pas les yeux de la Gaulogne, c'est même pas moi. Il y a la bouche, hein, que mon market est meilleur. Et je suis vendeur que comment tes oignons là sont petits comme ça. Mais moi, c'est petit. Qui n'a même pas les dos. Et qui me l'appelle, tout ce que Dieu c'est que donne-moi les casser, donne-moi les casser. Ouais, oignon, quand tu josses comme ça, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Quand elle va que m'écraser, non, il va chauffer ses doigts. Elle va voir que c'est moi qu'on appelle Pépé dans cette cuisine. Les gars, il faut te coordonner, non. Toi, tu veux chauffer ses doigts, est-ce qu'il a déjà coupé ça? Attends même d'abord qu'il coupe les doigts, là, non. Car c'est Oignon qui a raison. La go là, la bouche, il y a la voisine qui me axe ici l'autre idée, non. Que, pardon, tu n'as pas un couteau ici. Tu know ce que tu as ça, la voisine? Qui ne peut pas te donner mon couteau ici, c'est pas tranchant. Donc, moi, c'est pas tranchant. Je la comptable, les gars, moi je vous envie. Vous êtes dans le feu de l'action. Moi, elle m'a négligé ici à la cuisine depuis que son mari a acheté le gaz. Mais ça va finir un jour, ça va finir. Si elle tente de me mettre au feu, elle va étouffer, père. La fumée de étouffer, père. Les gars, vous faites trop de bruit ici, là. Tout ce que vous dites là, c'est rien. Elle vient de m'apprêter, non. Elle va me faire frire tout à l'heure. On va seulement tous frire ici, là. Si elle me met dans l'huile, non. Moi-même, j'envoie l'huile sur elle. En compagnie de notre invité spécial, notre humoriste Stéphane Dipita, ce jeune Camerounais talentueux qui nous fait voyager à travers ses différentes prestations, ses différentes œuvres d'art. Oh là là, Stéphane, mais il faut avouer que c'est bluffant, cette prestation, ce prix d'or que tu as remporté, le prix Talent du Riz francophone 2022. C'est vraiment très impressionnant cela. Oui, et on voit comment ils étaient tout ambiancés, il y avait du fou rire, on sent que tu as mis la salle KO. Oh, bon là c'était un extrait et bon, je voulais jouer, c'est vrai que le public m'attendait. Oui. Je voulais jouer mais maman m'a dit non, écoute, tu es là pour profiter de ton prix,
viens, soulève le prix, les gens seront là pour toi et tout. Parce que le métier d'humoriste, ce n'est pas comme le métier, par exemple, d'électricien, où tu sais que tu branches, tu prends le fil bleu avec le fil rouge et un peu le fil jaune, tu fais ça, et après ça donne, non. Il y a des jours où tu n'es pas en forme, il y a des jours où tu es en forme, voilà, tu vois. Et il avait peur que pour un prix RFI Talent du Rire, si tu viens jouer et que tu avais toute la pression là, tu ne sois pas au top, et après les gens commencent à se dire, mais pourquoi c'est à lui qu'on a remis le prix? Il m'a dit, non, viens, profite, prends le prix. Avant, on faisait jouer les prix, mais là, on s'est rendu compte que ce n'est pas toujours une bonne méthode. Donc, mais après, j'ai fait le Parlement du Rire 2 fois. Je suis encore en Côte d'Ivoire la semaine passée. J'étais la semaine passée en Côte d'Ivoire. Pas seulement en Côte d'Ivoire, vous avez également participé au festival théâtre universitaire de Fès au Maroc. Oui, de Fès, dans la ville de Maroc, de Fès au Maroc. J'ai déjà été au festival au Congo. Stéphane, vous êtes un voyageur, hein? Oui, je suis un voyageur. Mais je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. L'argent vient quoi? Je n'ai pas l'argent. Il dit ça parce que si ma mère me regarde, je n'ai pas l'argent, ma. D'accord, Stéphane. Et déjà, vous avez des modèles dans ce domaine d'humour? Oui. Domaine d'humour, metteur en scène, cinéaste, vous avez des modèles? Oui, dans la mise en scène, j'ai beaucoup travaillé avec un spécialiste des émotions, je peux dire ça comme ça, Rodriguez Tangwa, qui a beaucoup... vous pouvez saluer également. Yo, Rodriguez, ça y est quoi? Ça va bien. Donc c'est mon bon petit là-bas. Oui. Donc je l'ai rencontré dans le groupe, la troupe universitaire. Il était plus avancé, ce sont les aînés qui nous ont encadrés parce qu'on n'avait pas l'encadrement tout au long de l'année. Les encadreurs même de la troupe universitaire intervenaient lors des événements importants, comme par exemple le festival universitaire des arts et de la culture. Donc c'est les aînés qui nous encadraient carrément. Et il a été l'un d'eux, donc je le considère comme l'un des premiers metteurs en scène qui m'ont beaucoup influencé dans ma façon de percevoir le jeu, les émotions, comment jouer. Et ensuite j'ai Martin Ambara, qui est l'un des artistes qui me parle le plus, dans son univers est complexe et riche. Ensuite, dans le domaine de l'humour, il y a Kankan, il y a Sini Minja, il y a Jamel Debbouze, il y a tout plein d'artistes. Même contemporains, même mes amis avec qui je joue là, il y a Yannick Geffa, il y a Gizmio, il y a Sylvanie Djen c'est vrai qu'on est contemporains, on joue ensemble, et ce sont des personnes qui m'inspirent beaucoup, que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup dans ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est très important, il faut s'aimer les uns les autres et voilà, collaborer parce que une équipe, en fait, le travail en équipe est une excellente solution pour se motiver. Voilà, Stéphane, dites-nous, quel est votre état d'esprit quand vous êtes déjà sur scène? Est-ce que vous avez peur devant toutes ces grandes personnalités? Comment est-ce que vous vous sentez? Vous n'avez pas peur, vous n'avez pas la flemme? Bon, j'ai peur avant de monter sur scène. Et quand il y a scène, c'est parti? Non, c'est parti. Et alors, à ce moment-là, il faut assumer tout ce que tu fais. C'est-à-dire, on dit que le public est un peu naïf, donc on compte un peu sur cette naïveté-là pour pouvoir performer. Parce que le public ne sait pas ce que tu vas faire, tu es le seul à savoir ce que tu vas faire. Donc, même si tu as un blocage, tu sais comment tu vas jongler pour que le public ne sache pas que voilà, c'était une difficulté liée peut-être à l'oubli de ton test, liée à tel déplacement que tu as oublié. Donc c'est toi qui es le maître, le chef d'orchestre à ce moment, le maître d'œuvre. Donc tout repose sur tes épaules, tu n'as pas le droit de flancher. Et je suis dans cet état d'esprit-là quand je joue parce que voilà, c'est le métier qui l'exige. Tu dois être bon, il n'y a pas d'excuse. Oui, d'accord. Alors Stéphane Dibida, qu'en pensez-vous de la jeunesse camerounaise d'aujourd'hui et quels conseils surtout aimeriez-vous transmettre aux jeunes qui aimeraient bien se lancer dans le monde de l'humour? Alors la jeunesse dans son ensemble, je peux dire que l'analyse peut être mitigée dans la mesure où il y a une jeunesse qui ose, une jeunesse qui tente, une jeunesse qui est assez dynamique, il y a une jeunesse qui croit au pays, qui se donne les moyens de bâtir le pays. Et quand je parle de bâtir le pays, c'est soit dans la construction des autres êtres humains à travers les projets dans lesquels ils s'intègrent,
soit dans des projets plus grands. Moi, je connais Jean-Pierre Manga qui fait, par exemple, dans la promotion du Made in Cameroun. Je pense que ça, c'est des modèles de réussite qu'il faut encourager. D'autre part, tu as d'autres jeunes qui chantent pour le cure. Donc, mais je ne me reconnais pas dans cette jeunesse-là aujourd'hui parce que quand tu vois ce que la drogue fait comme ravage dans notre société, surtout au milieu des jeunes qui sont très influençables, tu te dis, mais pourquoi faire la promotion de ce genre de choses? Donc, il y a ces deux jeunesses-là qui cohabitent au Cameroun et qui se font un peu la guerre à distance, d'une façon de parler, mais qui se font un peu la guerre parce que, voilà, d'une part, tu as ceux qui veulent influencer positivement le Cameroun, et voilà, d'autres qui veulent influencer négativement. Donc, moi, je m'identifie aux bâtisseurs, c'est-à-dire d'abord aux bâtisseurs humains à travers les valeurs que je porte, à travers les valeurs que j'incarne. Donc, si je veux donner un conseil aux jeunes qui me suivent, c'est de rester passionné, c'est de faire ce qu'il faut pour que leurs actions aillent au-delà d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne se limitent pas à leur propre petite personne, mais de penser communauté, de penser pays, c'est de penser au-delà de son cercle direct, mais de faire en sorte que les actions qu'on mène, en plus d'impacter les gens autour de nous, puissent avoir un grand impact. C'est vrai que ça n'arrive pas tout de suite, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, on en fait tous face à plusieurs défis. On doit tous payer le loyer, on doit tous manger, on doit vivre au jour le jour. Mais je pense qu'on doit aussi être dans cette dynamique de construction générale de notre pays. Oui, effectivement, impacter positivement parce que déjà les influenceurs jouent un rôle important dans la société et en raison de leur visibilité. Maintenant, vous, les téléspectateurs, la responsabilité incombe à vous de faire de bons choix, bien sûr, face au message de certains influenceurs, parce qu'il y en a d'autres qui influencent positivement, il y en a d'autres qui peuvent juste s'apaisantir sur des produits de luxe et tout. Donc, la responsabilité incombe à vous. Cher Dipita, merci beaucoup pour cette invitation, d'avoir honoré cette invitation et nous souhaitons beaucoup de succès dans vos futurs projets. Ah, merci beaucoup, c'était un plaisir d'être là. D'accord, alors cette émission touche bel et bien à sa fin avec notre invité du jour, un humoriste très talentueux. Vous également, si vous avez une passion particulière pour l'humour, la danse, lancez-vous, surtout travaillez, soyez déterminés, soyez optimistes parce que c'est en travaillant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et en travaillant qu'on devient travailleur. Travailleur, c'est ça. Et surtout, sachez que rien de grand ne s'est accompli dans ce monde sans passion. Voici une preuve palpable, notre humoriste qui a commencé depuis l'enfance sa passion aujourd'hui. Voilà, il nous réalisait de belles prestations. Alors n'hésitez pas surtout à vous abonner, vous liker à votre chaîne estudiantine Campus TV. C'est là qui vous procure du bonheur au quotidien. Allez, à plus Dipita et merci. Merci Marco.